il faudra forcément que 100% du minage de Bitcoin provienne d'énergie renouvelable, soit il devra cesser d'exister. Et du coup, je me suis dit, comment on peut aller chercher l'investissement? Il y avait une espèce de hype des cryptos à ce moment-là. Je me suis rendu compte, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de faire? Et je suis devenu conseiller en investissement financier, spécialisé dans les cryptos. Quel intérêt une entreprise aurait à investir dans les crypto-monnaies? Plutôt même qu'un particulier en fait. Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur Esprit Entrepreneur. Pour cette édition d'Esprit Entrepreneur, nous nous sommes déplacés jusqu'à La Baule pour aller interviewer Adrien Bizet. C'est quelqu'un qui est vraiment expert dans le domaine des crypto-monnaies. Il va nous enseigner des méthodes concrètes pour pouvoir investir dans les crypto-monnaies à titre d'entreprise. L'investissement en crypto-monnaie, c'est maintenant et c'est sur Esprit Entrepreneur. Donc je m'appelle Adrien Bizet, moi je suis dentiste de formation. Depuis maintenant 2017, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui va toucher le domaine de l'investissement. Donc ça a commencé plutôt par l'immobilier et les cryptos parce qu'en 2017, dès qu'on parlait investissement, très vite, il y avait une espèce de hype des cryptos à ce moment-là. Et en fait, finalement, de fil en aiguille, en faisant des formations, ça m'a permis de rencontrer du monde, continuer à creuser le sujet et finalement, maintenant, j'ai légitimé un petit peu les conseils que je commençais à donner à des amis, à mon entourage, et je suis devenu depuis 1 an et demi conseiller en investissement financier, spécialisé dans les cryptos. Et grâce à ça, j'ai pu rencontrer Cédric Anissette lors de formations, créer avec lui son programme Crypto Boss. Qu'est-ce qui t'a vraiment plus attiré chez les cryptos que dans d'autres domaines? Pour moi, la chose la plus importante, c'était la qualité de vie, parce que je voulais passer du temps en famille et m'intéresser à côté autre chose. Et donc, finalement, j'ai eu mon diplôme en 2013, et 4 ans après, où je me rendais compte que plus je bossais, plus je gagnais de l'argent, mais plus je devais bosser pour gagner de l'argent, pour assurer un train de vie, je me suis rendu compte, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de faire? Et du coup, je me suis dit, comment on peut aller chercher l'investissement? J'avais un profil aussi un petit peu de gamer. Moi, j'ai eu ma première console, ma Super NES à 10 ans, c'est toujours resté. Après, j'ai eu la PlayStation, la Xbox, et en fait, très vite, c'est presque naturel où je suis arrivé sur un domaine, il y avait quelque chose qui matchait. Maintenant, je propose de se focus peut-être un peu plus dans la partie technique de cette interview, notamment avec l'histoire de la crypto, d'où c'est né, en quoi ça change des monnaies qu'on connaît aujourd'hui. L'histoire du Bitcoin, ça remonte très loin, on pourrait même parler de l'histoire de la monnaie en général. Et la monnaie, elle est essentiellement liée, donc dans les échanges entre les individus, à une forme de confiance. À partir du moment où quelqu'un veut échanger avec quelqu'un qui est hors de sa tribu, du coup, il y a forcément une confiance qui doit être équitable à l'instant T. Il a fallu trouver des moyens d'échange et c'est vrai que naturellement, l'or s'est imposé pour 2 raisons essentielles. Sa quantité limitée, tout l'or du monde, vous le savez certainement, c'est un cube de 21 mètres sur côté, et sa production qui est difficile. Donc vous avez quelque chose qui est rare, dont le stock est limité, et en plus dont la production est difficile. Et ça, après, les orfèvres ont commencé finalement à émettre des certificats en contrepartie de l'or que eux gardaient, et il y a en fait un espèce de tiers de confiance qui est arrivé. Un tiers de confiance qui lui s'occupait de la sécurité et de la conservation de l'or, mais à partir du moment où vous confiez le pouvoir monétaire à un groupe de personnes, celui-ci va irrémédiablement en abuser. Donc, comme on a commencé à émettre des certificats en contrepartie d'or qu'on avait en stock, on a commencé à émettre plus des certificats qu'on avait pour de plus en plus émettre de dettes, et on est arrivé dans un système où on va de moins en moins utiliser l'or. Et on arrive là fin 19e siècle et à la fin des accords de Bretton Woods en 71 par Nixon, où finalement l'or ne sert plus à rien, on va passer sur du dollar, on est sur un système qui fonctionne tant bien que mal, mais à côté de ça, il y a des gens, dès le début du 19e siècle, qui ont dit non, il faut arrêter ce système inflationniste et passer sur un système plutôt déflationniste, avec reprendre quelque chose en fait comme l'étalon or, mais sans les défauts qu'il pourrait avoir. Et il y a, à la fin des années 80, un petit groupe de personnes qui se font appeler les cypherpunks, qui vont commencer en fait à discuter d'une nouvelle monnaie. Et ces cypherpunks-là vont commencer à faire des tests, créer différents protocoles informatiques très compliqués. Il y a Adam Back qui va créer le hachage, il y a Hal Finney qui va créer le proof of work, donc des systèmes quand même très complexes. Mais fin des années 90, il y a un des cypherpunks qui fait un petit manifeste en disant « On a l'impression de vivre au bon endroit, mais pas au bon moment ». Parce qu'il n'y a pas encore la technique pour pouvoir créer quelque chose vraiment d'ultime. L'année charnière, c'est 2008. 2008, il y a trois dates qui sont vraiment très importantes. Il y a d'abord le président de la Fed, il va dire aujourd'hui, on a les moyens pour prévenir toutes les crises.
2 mois après, Lehman Brothers, qui était censé être too big to fail, fait faillite. 2 mois après, le petit groupe de crypto-anarchistes reçoit un mail de la part de Satoshi Nakamoto et qui met « J'ai un nouveau système ». C'est un système de monnaie électronique pair à pair, sans tiers de confiance. Le 3 janvier 2009, le premier Bitcoin est créé. Pour situer des dates, la création de l'Ethereum, c'est quand? 2013, 2014, 2015. Pour résoudre ce que lui appelait à juste titre en fait le trilemme des blockchains, c'est-à-dire qu'il y a la décentralisation qui est extrêmement importante, il y a la sécurité en fait de la transaction, et après derrière il y a le fait de pouvoir faire autant de transactions que ce que pourrait permettre par exemple Visa aujourd'hui, ou des réseaux comme Mastercard. Ça a été un problème en 2013-2014, et après d'autres se sont dit plutôt que de changer Bitcoin, je vais en créer une autre. Et de là une Ethereum, et que maintenant finalement ce sont les banques centrales qui essayent de rattraper un peu la chose en disant oui nous aussi on va faire notre monnaie de banque centrale, et qu'en fait finalement c'est eux qui essayent de rattraper le truc. Ça veut pas dire que les cryptos, le Bitcoin ou une autre remplaceront le système, parce que la carte n'a pas remplacé le chèque n'a pas remplacé le cash, mais ça veut dire aussi que du coup, c'est un peu ce que disait Idriss Aberkan en citant Schopenhauer. Il disait voilà, toute révolution est subie 3 étapes, c'est qu'elle est d'abord perçue comme inutile, puis perçue comme dangereuse, puis ayant toujours été comme une évidence. Voilà. Quand on commence à s'y intéresser, certains pensent que c'est dangereux et certains pensent que c'est une évidence. Et je pense qu'on est un petit peu dans cette période-là, même si l'avenir est toujours incertain. Et ce qui est intéressant, c'est de se remettre un petit peu 20 ans en arrière. Certains considèrent qu'on est en 98 pour les cryptos, par rapport à Internet. C'est-à-dire qu'on est en 98, Internet, voilà, ça existe, on sait, il y a encore beaucoup de désinformation à son sujet. On n'a pas encore passé le passage à l'échelle d'une majorité de la population. Mais les gens savent ce que c'est. Et là, aujourd'hui, voilà, un peu plus de 20 ans plus tard, on est à peu près au même stade au niveau des cryptos. C'est-à-dire les gens connaissent, ils en ont forcément entendu parler, ils ont certains a priori dessus, mais la majorité de la population ne l'utilise pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on n'investit pas dans la crypto, on est fou, on est plus dans l'air du temps? Fou, non. En fait, la question, c'est savoir aussi à quoi ça sert. En fait, pour moi, c'est que c'est facile de se dire ça en tant que petit occidental installé confortablement dans son canapé. Quelqu'un qui était au Venezuela, qui avait accès à Internet avec son téléphone portable, mais pas accès à un compte bancaire, parce que la banque n'est pas forcément un organisme qui est très développé dans certains coins du monde, alors que pourrait l'être plus facilement certains fournisseurs d'accès Internet et des téléphones portables, et bien ces gens-là ont plus de facilité finalement à investir dans la crypto, même si ça reste complexe techniquement, que d'aller créer un compte bancaire, parce que on peut leur refuser. C'est une façon peut-être de préserver son capital ou son épargne d'une autre manière que le système classique, qui lui a fait ses preuves, mais qui a aussi beaucoup de défauts. L'autre anecdote qu'on a aussi récemment, c'est un Ukrainien qui malheureusement a dû fuir son pays en catastrophe et qui ne pouvait pas aller à la banque. La banque elle est fermée, c'est un organisme, c'est un établissement. Il est parti, il avait sa clé Ledger du Bitcoin et il a emporté une partie de son capital. Et aujourd'hui, il y a ce côté-là des cryptos qui est indissociable, et il y a aussi en fait ce système inflationniste qu'on connaît, et comment faire aujourd'hui pour s'en préserver. Bitcoin est une manière d'investir, ou du moins de se diversifier. Je ne pense pas aujourd'hui qu'un système va en remplacer un autre, mais plutôt de le compléter et d'en avoir un autre usage. Par exemple, je ne pense pas que l'or et le Bitcoin aujourd'hui soient des choses qui l'un ne va pas remplacer l'autre. Ce sont deux sujets. On a l'or qui est utilisé depuis 5000 ans, qui est connu du monde entier, et le Bitcoin, si son adoption continue, lui est une réserve de valeur en devenir. Maintenant, il y a des gros sujets qui restent à traiter, c'est sa consommation énergétique, parce que le système en fait, du minage et de la sécurisation de la blockchain Bitcoin est basé sur un proof of work, donc une consommation énergétique, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de critiques à ce sujet. Le Bitcoin là-dedans, au contraire d'être un problème, est pour moi l'une des solutions. Du coup, là, les mineurs Bitcoin vous disent, vous amenez l'électricité à un endroit, c'est très cher et c'est pas rentable au début, mais la population en a besoin. Et bien nous, on va rentabiliser votre système en vous achetant les surplus énergétiques. On amène nos conteneurs de cartes graphiques, on va vous acheter l'énergie que vous n'utilisez pas pour miner. Vous avez un modèle économique qui est rentable tout de suite. Le jour où toute la population est là, le modèle est rentable, on prend nos conteneurs, on va les déplacer. C'est peut-être pas forcément vertueux, mais ça a du sens. Et c'est ça, je pense, le principal. Donc, en fait, si vous voulez, si on veut que l'adoption continue, il faudra forcément un moment que 100% du minage de Bitcoin provienne de sources d'énergie non utilisées, ou du moins d'énergie renouvelable, soit il devra cesser d'exister.
Quel intérêt une entreprise aurait à investir dans les crypto-monnaies? Plutôt même qu'un particulier en fait. Est-ce qu'on peut voir plus de leviers? Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tu peux nous en parler? En fait, ça va vraiment dépendre de la source de revenus de la personne. Quelqu'un qui est salarié, sa source de revenus principale, c'est son salaire, donc il a tout intérêt à investir en nom propre. Quelqu'un qui a une société à son nom, donc qui a 100% des parts de sa société, lui, en fait, les revenus sont générés par sa société, dans sa structure. Donc à partir de là, il faut avoir quelques notions de fiscalité. Si vous avez encapsulé les recettes de votre société et que vous les sortez pour pouvoir investir après derrière, vous allez être fiscalisé 2 fois. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui a une société et la majorité de ses recettes, de ses revenus est liée à cette société, a tout intérêt à investir au sein de sa société. Et là, on peut ouvrir des comptes crypto au nom de cette société. Moi qui est un cabinet dentaire et une société d'investissement, les revenus viennent dans cette société, j'ai pas de revenus de salaire autre que ça, et j'ai tout intérêt à investir avec cette société-là. Par contre, il y a des choses où il faut faire attention. Une société en France, si elle veut ouvrir un compte titre, déjà, si c'est pas dans l'objet social, là il faut se méfier, il faut quand même que ça reste marginal par rapport à ses revenus. Du coup, maintenant, la question, ça va peut-être vers qui se tourner. Il faut, je pense, aller vers des entreprises qui soient implantées en France, voilà, qui est le titre de PSAN, donc prestataire de services en actifs numériques, voilà, et qui permettent la possibilité de compte business, de compte de société. Et après, en fait, il y a différents niveaux, en fait, en fonction de ses affinités. Il y a 3 niveaux, je dirais. Celui qui veut juste dire, tiens, je vais mettre un petit peu de trésor en Bitcoin, à la limite, pour aller voir CoinHouse, Paymium et StackingSat, et c'est tout. Le deuxième niveau, ce serait de dire, ok, je veux faire ça, mais j'aimerais bien aussi faire fructifier un peu mes liquidités, c'est-à-dire je vais placer de la trésor, oui, en crypto volatile, d'accord, mais aussi en crypto stable, et ça va me permettre d'avoir une forme de livret qui serait en fait dans le monde de la crypto. Et ça, il y a des entreprises qui peuvent le faire. Just Mining, donc l'entreprise d'Asher, pourrait faire un compte pro et aujourd'hui ils le font pour les particuliers à 10%, 10% par an. Pour les gens qui connaissent bien la DeFi, c'est peu dans le monde des cryptos, mais c'est beaucoup quand on ne veut pas s'en occuper. Et après, il y a une entreprise suisse qui propose du compte pro, c'est Nexo. Et eux, ils font fructifier à 10% par an avec une période de blocage de 3 mois. On peut récupérer son argent au bout de 3 mois. Voilà, et ça permet même de convertir dans d'autres cryptos, mais ce qu'on a dit qui n'était pas forcément idéal quand on est en compte pro. Et niveau expert, c'est faire ça soi-même. Donc là, du coup, on va utiliser quelques protocoles. Moi, je passe essentiellement par un compte pro chez Mon Pèlerin. Mon Pèlerin, c'est une entreprise suisse et du coup qui permet, en fait, c'est quelque chose qui est non custodial. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas garder nos cryptos pour nous et en fait, on peut les transférer où on veut. C'est-à-dire, tu fais un virement, le virement arrive là-bas, tu l'achètes directement, mais eux, avec l'adresse publique de ton choix, ils te déposent des cryptos où tu veux. Donc ça, c'est vraiment un super intermédiaire. C'est-à-dire que si moi, par exemple, je veux investir une partie de ma trésor d'entreprise en crypto, que je veux les conserver moi-même, plutôt que de les acheter chez un prestataire et ensuite les transférer, je fais un virement chez Mon Pèlerin et les cryptos arrivent directement sur ma clé Ledger. C'est simple, avec un minimum de connaissances à titre perso. Maintenant, si on commence à le faire à titre pro, il y a toujours en cas de contrôle fiscal, est-ce qu'on pourrait nous le reprocher ou comment ça se passe, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même savoir rester simple, notamment en entreprise, et je trouve que niveau débutant et niveau intermédiaire, c'est largement suffisant. Donc justement, on va peut-être prendre ces 3 niveaux, donc le niveau débutant, le niveau intermédiaire et le niveau expert. Petit aparté pour vous présenter la suite de la vidéo. En fait, maintenant Adrien va vous présenter 2 solutions qu'il utilise pour gérer les portefeuilles de crypto-monnaies de son entreprise. Donc il va présenter notamment CoinHouse et Nexo en présentant les différents avantages qu'il y a à utiliser ces 2 plateformes. Donc là, on est sur Nexo. Donc Nexo, je l'ai aussi en compte entreprise. Pour moi, c'est pas quelque chose qui va permettre de acheter des cryptos, mais qui va plutôt permettre de les faire fructifier. On peut avoir une carte bancaire adossée à son compte, mais uniquement pour les particuliers. Et très intéressant, je trouve, sur Nexo, c'est que il y a 2 choses, c'est qu'on peut très bien envoyer des euros sans forcément passer par les cryptos. Et donc on a un IBAN, on envoie directement ces euros dedans et on peut les faire fructifier jusqu'à 12%. C'est une espèce de livret. Et la deuxième chose qui va être très intéressant ici, c'est la possibilité d'aller
emprunter. Donc on emprunte en faisant du collatéral. Donc c'est pas vraiment du levier, c'est-à-dire c'est un prêt collatéralisé. C'est typiquement si vous mettez 10 000 € sur la plateforme, vous pourrez refaire un virement dans l'autre sens vers votre compte bancaire de 70 à 90% en fonction des cryptos qui seront détenus. Mais en tout cas, si vous avez un portefeuille crypto assez conséquent, par exemple de l'Ether qui a pris de la valeur et que vous avez besoin de liquidité à un instant T pour votre entreprise, vous pourriez très bien envisager d'aller mettre des Ethers sur Nexo et en contrepartie, donc les collatéraliser, faire un virement bancaire vers votre compte bancaire professionnel. Ça, c'est tout à fait autorisé. C'est comme si vous contractiez un crédit à la consommation qu'il faudra rembourser après, et il y aura une fiscalité sur les intérêts, il y aura une fiscalité sur le remboursement du prêt. Mais ça reste une solution qui est quand même assez intéressante, mais il faut faire attention quand même à ce qu'on met dessus et à pas faire n'importe quoi évidemment. Donc là je suis sur CoinHouse, je m'en sers essentiellement pour ma société. Donc là on voit pas beaucoup de crypto, j'en ai pas du tout parce que c'est vrai que j'achète et ensuite je transfère sur ma Ledger. On paye en fait un bon support et un conseiller dédié, donc c'est vrai que pour se constituer un portefeuille crypto et derrière pour aller finalement les transférer et se faire accompagner, je trouve que c'est quand même un acteur incontournable. Et voilà, nous arrivons au bout de cette vidéo. En tout cas, nous espérons qu'elle vous a vraiment plu. Voilà, l'objectif aujourd'hui, c'était vraiment de vous montrer que l'investissement en crypto-monnaie pour les entreprises, c'est quelque chose de possible et qu'il y a beaucoup d'avantages à le faire. Donc pour les plus curieux d'entre vous, il y a un résumé qui est disponible sur notre site internet espritrentrepreneur.fr. On va notamment détailler pas mal de choses au niveau des concepts qui sont évoqués dans cette vidéo. Vous y retrouverez tous les liens qui ont été cités, les méthodes. Merci d'avoir regardé la vidéo et sur ce, nous vous disons à la prochaine sur Esprit Entrepreneur.